Ok, bonjour tout le monde, salut Chris. Salut. On va aujourd'hui voir Petr Yan contre Sean O'Malley. C'est un combat qui est hyper attendu parce que les deux sont des personnalités fortes et des styles bien particuliers dans le monde du MMA. Ils évoluent tous les deux à très haut niveau, même si, a priori, on aurait tendance à dire que Petr Yan est quand même normalement largement devant. Et pourtant, Sean O'Malley a call out Petr Yan, le combat se fait et ça c'est tout au crédit de Sean O'Malley parce que il prend quand même un sacré step up. On va voir tout ça maintenant, on va voir la partie technique, on va très rapidement voir aussi juste avant ça quels sont un petit peu les attributs des deux combattants. Évidemment, c'est avec la décryptance comme d'habitude. Let's do this shit, c'est parti. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Ok. Flow State. Flow State. Ok, alors Chris, du coup, ce que je te propose, comme on vient de le voir, je vais faire un très rapide overview, ça y est, ça commence. Une très rapide revue des attributs de l'un et de l'autre physiquement. Et puis après, on commence dans le dur parce que je crois que là, tu as bien structuré des notes. Chris nous a envoyé une petite vidéo courte de... Ouais, voilà, ce matin, ça va chier. Donc là, on est prêt. Alors, on va commencer par Sean O'Malley. Donc, on a envie de dire le challenger, même s'il n'y a même pas de titre en jeu. 27 ans. Et alors, déjà, là où c'est intéressant, c'est qu'il a un style qui est tout en longueur et il est beaucoup plus grand et beaucoup plus d'allonge que Petr Yan. Il est à 1m80 en taille et 1m83 en allonge. Et si on compare à Petr Yan, 1m70, 1m70. Donc, il y a 13 cm d'allonge en plus pour Sean O'Malley et 10 cm de taille en plus, ce qui aussi peut avoir une importance. Et donc, Sean O'Malley qui est sur une série. Bon, le dernier combat contre Pedro Munoz, c'est un peu terminé en eau de boudin parce qu'il y a eu un hypo qui a eu des doigts dans les yeux. Jusqu'à ce moment-là, c'était pas encore très décisif sur où allait le combat. Avant ça, c'était pas du calibre de Petr Yan, c'est le moins qu'on puisse dire. On était sur Raulian Paiva, Chris Moutinho, Thomas Almeida, et il avait perdu contre Marlon Vera. Donc, on est sur cette série-là. Et Petr Yan, il affronte que la crème de la crème. Il n'a pas encore défendu son titre. J'avais oublié ça, mais en fait, il a fait gagner, perdu, gagner, perdu. Et ses derniers combats sont contre Aljamain Sterling, où il a perdu. C'était split, mais honnêtement, il n'y a aucun problème à ce que ce soit Aljamain Sterling qui a eu la décision, parce qu'il a fait un super travail, notamment grâce à sa lutte. Et juste avant ça, contre Cory Sandhagen, un des plus beaux combats techniques qu'on ait pu voir ces dernières années. Je crois que là, Chris, on est d'accord. Et juste avant ça, c'était Aljamain Sterling pour la première, et donc qui s'est terminé par disqualification. Et avant, José Aldo, Uriah Faber, Jimmy Rivera, John Dodson. Voilà, il a enchaîné que du lourd Petr Yan. Mhm. Voilà pour la revue, grosso modo, des deux combattants. On va commencer du coup avec toi, Chris, pour que tu nous fasses, maintenant qu'on a vu en très très gros, que tu nous fasses une résolution de plus en plus en haute définition sur les deux combattants. Ouais, alors je vais commencer par reprendre ce que tu as dit, parce que c'est intéressant. On a le numéro 1, le contender numéro 1 de la division, Petr Yan, qui rencontre, je n'ai pas regardé, mais je crois que Sean O'Malley, il est 13, Ouais, je 14 crois que c'est contender, 13. quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'est un win-win, je pense, pour O'Malley. Il n'a pas grand-chose à perdre. Enfin, il a le combat à perdre, clairement, mais s'il perd, quand tu perds contre le numéro 1 et que tu es numéro 13, tu ne vas pas sauter en numéro 20. C'est un très bon test pour lui de rentrer dans le haut niveau, montrer ce qu'il vaut contre quelqu'un de vraiment du top de la division. Certains disent que Petr Yan est le champion parce que clairement, c'est une split qu'il a perdu contre Sterling. Moi, clairement, je donnais 48-47 à Sterling. Mhm. Je peux comprendre l'argument de donner le premier round à Petr Yan pour ceux qui le supportent. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va structurer Petr Yan, Sean O'Malley et commence un match. Je pense que tout le monde est d'accord. Petr Yan a un mot qui le correspond très bien, c'est complet. Il est bon partout. Il a une bonne lutte, très très bonne anglaise, deux bons kicks. La responsabilité défensive, elle est là. Il est très difficile. Bon, comme tout combattant, tu rentres dans une cage, tu te fais toucher, mais on l'a jamais vu réellement en grosse difficulté debout. Il a rarement pris un gros coup où on se dit, ou s'il n'avait pas un bon menton, c'était retourné. Donc défensivement, c'est difficile de trouver une belle ouverture contre lui. On en parlait pour Nassourdine Imavov. Il a ce côté vicieux.
Et Petr Yan, il a vraiment ce Cobistar. côté Ah ouais, vicieux. Petrian, c'est la Je veux faire définition. mal, j'ai de l'agressivité. Euh, Combattant plutôt à pression, surtout à l'époque où il faisait des 3 rounds. Là, il fait son retour sur les combats en 3 rounds et on va en parler parce que tu l'as souligné juste avant. Et pour moi, le mot que j'ai écrit en majuscule, adaptatif. C'est un combattant qui a besoin de lire au début, mais qui est déjà très compétent dans le combat, qui est dangereux dès le début du combat. Mais il fait son meilleur taf sur la longueur parce qu'il arrive à avoir des très très bonnes lectures de jeu euh, alors qu'il est en train de prendre des coups dans la tête. Ouais. Et bon, finalement, ça c'est le point d'exclamation que j'ai noté. Depuis qu'il fait des 5 rounds, il est lent à démarrer. Ça, c'est le truc que tout le monde dit. C'est ce qui lui a coûté notamment la victoire, je pense, contre Sterling la dernière fois. C'est qu'il est lent et il commence à faire vraiment son travail en fin de deuxième round, voire troisième round. Contre Sandhagen, c'était ça. Tu regardes les 2 premiers rounds, tu fais OK, le volume est très bas et c'est jusqu'à son knockdown dans le troisième round qu'on voit qu'il commence à s'ouvrir. Donc, ça, c'est pour le profil de Petr Yan. Je ne sais pas si toi, de prime abord, tu aurais quelque chose à ajouter Si, là-dessus. si, non, non, honnêtement, les seuls trucs, à la limite, c'est que quelques gros coups quand même qu'il a pris et on s'est dit, mais en fait, je vois ce que tu veux dire dans le sens, il ne marque pas le Mhm. coup, c'est-à-dire que quand il le prend, par exemple, je pense au genou comment ça s'appelle-t-il, pardon, de Aljamain Sterling, même quelques gros coups, je crois qu'il avait pris, je ne sais plus comment, mais je me souviens que j'avais une réaction en ouf de la part Ouais, de le coude Sandhagen. contre Sterling au premier round aussi, il en prend un beau. Ouais, voilà. Donc, en fait, il prend des gros coups, mais je vois ce que tu veux dire dans le sens, on voit que ce sont des gros coups parce qu'on voit l'inertie que mettent ses adversaires, mais lui ne bouge pas. Donc effectivement, c'est assez flippant. Et sinon, à part ça, non, non, je suis carrément d'accord sur tout ce que tu as dit, évidemment. Du coup, du côté de Sean O'Malley, voilà, striker, hein. Ouais. C'est un Clairement. striker, c'est un extraordinaire striker, combattant à volume. Mais là, j'ai mis une astérisque et on va revenir là-dessus puisque c'est pour moi le plus important dans l'analyse de ce combat. Il n'est pas volumineux contre tout le monde. Bon, debout, il a un large arsenal. C'est ultra varié. Ça vient de tous les côtés, les jambes, les poings, sur tous les niveaux, à distance courte. Il surprend. Il joue avec cette distance. Précision, feinte et aussi la lecture des ouvertures. Il a ce flair pour, sur un adversaire quelconque, trouver là où est l'ouverture pour ses frappes, que ce soit avec ses kicks ou avec ses points. Euh, et c'est quelqu'un qui engage beaucoup. C'est pas spécialement en contreur, donc à l'échange, c'est pas là où il va briller. Il va briller quand il a l'espace et le temps pour lui engager l'action en trouvant l'ouverture grâce à ses feintes qui ont précédé et à sa lecture du jeu des réactions défensives de son adversaire. Là où je mets le point d'exclamation, c'est sur 2 endroits. Évidemment, son grappling, c'est là où il a vraiment une marge de progression à faire, même sa lutte défensive et sa fragilité physique. Là, clairement, contre Absolument. André Sukamtat, il se blesse à la cheville. Qu'on verra, c'est le nerf qui est touché sur un low kick, mais il se blesse quand même à la cheville. C'est déjà arrivé à d'autres combattants comme Cerudo dans le premier combat contre Mighty Mouse. Ça lui arrive, mais il continue le combat. Warner, ça lui est arrivé aussi. Il finit le round au moins. Donc voilà, ici, fragilité physique, ça rentre en jeu. Il est encore jeune. Est-ce que Bantamweight, c'est sa bonne division? Parce qu'il est grand, il pourrait aller en featherweight. Peut-être que physiquement, ça lui permettrait d'être plus solide. Donc voilà, c'est toujours un point d'exclamation qui est chiant à mettre parce que ça ne fait pas partie de l'analyse. Se blesser, ce n'est pas quelque chose qu'on peut Ouais. prédire clairement. Donc voilà pour son profil de manière générale. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est marrant parce que je re-regardais quelques-uns de ses combats justement à Sean là ce matin. Et c'est vraiment, c'est un petit peu toute proportion gardée, mais comme Anthony Pettis dans la fragilité, parce que je me souviens m'être dit, alors c'était dans le combat contre Almeida, je crois, pourtant qui domine sans aucun problème, et même contre Munoz. Et il y a des moments en fait où il se passe exactement comme ce que tu avais dit dans Cerudo contre Mighty Mouse. Tu sais, son pied vrille un petit peu, genre fait un ouah, ses chevilles Mhm. guimauves, etc. Et je me souviens m'être dit dans ce combat, putain, c'est trop beau, mais j'ai peur en fait. J'ai peur Ouais. que d'un coup d'un seul, bah voilà, c'est soit sa jambe qui lâche, ou il se pète la main, ou vraiment comme Anthony Pettis en fait. Et du coup, cette magnificence, ce côté sublime qu'on peut voir chez lui techniquement, bah en fait, c'est nullifié par le fait qu'en un coup de tonnerre, c'est vrai qu'il peut perdre le combat parce que son corps le lâche. Mhm. Et vraiment, c'est cool que tu aies mis l'accent là-dessus parce que c'est de l'abstrait, comme tu l'as dit, et pourtant, c'est pas anodin. Et contre un mec aussi solide que Petr Yan, bah, ça peut arriver, quoi. Ouais, et expérimenté en plus, parce que, allez, Sukamtat,
son deuxième combat à l'UFC, si on ne compte pas son entrée via le Dana White Contender Series, il le gagne parce que Sukamtat manque de lucidité, clairement. Sukamtat va au sol dans le troisième round, alors que clairement, Sean O'Malley est blessé. Tu vois que Sean O'Malley tombe, tu le laisses se relever et tu gagnes le combat par le fait qu'il ne sache pas rester debout. Ouais, c'est vrai, je me souvenais plus, mais oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, clairement, moi, ça m'avait marqué ce moment. Donc, j'avais mis un point d'exclamation aussi à côté du volume de jeu de Sean O'Malley, parce qu'on le voit comme quelqu'un de volumineux. Et je suis allé regarder les stats. Alors, je suis allé très, très loin, donc ça risque d'être chiant. Je vais voir comment je vais faire ça pour garder les auditeurs actifs. Donc, j'ai regardé le nombre de frappes qu'il touche et le nombre de frappes qu'il envoie contre chacun des adversaires. Et puis, j'ai divisé ça par le nombre de minutes qu'a duré le combat. Donc, j'ai tout rapatrié en comparable par minute. Donc, premier combat à l'UFC contre Terrion Ware, il touche 9,4 fois par minute en envoyant 16,8 frappes par minute. C'est énorme. Ouais. Je vais skipper Sukamtat parce qu'il y a un peu ce troisième round qui se passe que au sol, donc les stats sont faussés. Contre Quinonez, il touche 8,9 fois par minute en envoyant 10,9 frappes à la minute. Énorme précision. Bon, le combat ne dure que 2 minutes 2, donc c'est rapide, mais le volume est très haut. Contre Wineland, pareil, 8,4 frappes qui touchent sur 12,9 envoyées à la minute. Premier gros challenge de sa carrière. Vera. Alors, je mets une astérisque aussi, puisque après 2 minutes de combat, il y a sa jambe qui lâche, mais même dans les 2 premières minutes, on voit que son volume était vraiment faible. Il touche que 2,3 fois à la minute sur 4,7 envoyés à la minute. On divise donc très précautionneux, quoi. Par 2, voire par 3, le nombre de frappes envoyées, et par 4, le nombre de frappes qui touchent. Almeida, qui était sur la pente descendante, ça reste un bon profil, mais clairement, c'est sur la pente descendante. Il touche 6,6 fois par minute en envoyant 11 frappes à la minute. Donc, ça diminue aussi le volume, mais ça reste quand même assez élevé. Contre Paiva, 8,8 frappes qui touchent sur 14 envoyées. Contre Moutinho, 16,1 frappes qui touchent sur 22,2 envoyées à la minute. C'est incroyable. Bon, ça, tout le monde se souvient de cette performance. Et Munoz, de nouveau grotesque dans sa carrière, il en envoie par minute 5,8 seulement et 3,1 qui touchent. Donc, en gros, si on fait le classement inversé donc de son volume, là où il a le moins envoyé et le moins touché, c'est contre Marlon Vera, gros test. Le deuxième du classement, c'est contre Munoz, gros test. Le troisième du classement, c'est Almeida, test moyen. Et quand tu regardes en frappe qui touche, le numéro 2, c'est Munoz, le numéro 3, c'est Almeida, tu fais déjà diviser par 2. Il a touché à la minute 2 fois moins Munoz qu'il n'avait touché Almeida, et c'est divisé par 4 par rapport à tout le reste. Donc, son volume dépend, selon moi, d'après ces statistiques-là, clairement de l'adversaire qu'il affronte. Et ici, il affronte le meilleur adversaire face à qui il a pu combattre dans sa carrière. Qu'en sera-t-il de son volume? Et son volume est nécessaire pour s'imposer dans ces combats. Donc ça, c'est mon gros point d'interrogation. Ouais. Mais c'est vrai que je me faisais donc je regardais Pedro Munoz ce matin aussi, et c'est exactement, j'avais pas fait cette analyse de fond comme toi, ce travail de fond, mais c'est ce qui m'a marqué aussi, ce manque d'activité par rapport à quand j'avais regardé Almeida juste avant. Et c'est vraiment flagrant parce que quand il est contre Pedro Munoz, qui est dangereux, on sait qu'il a des mains en pierre, on sait qu'il peut faire mal, il a des bons low kicks, etc. Mais c'est vrai qu'on le sent beaucoup plus patient, peut-être timide, peut-être attentiste, plus timoré et clairement attentiste en fait. Et ça peut être effectivement parce que, alors peut-être que c'est des facteurs, si ça se trouve, tu sais, hasard total, mais qui sont dépendants de ce qu'on sait, c'est-à-dire peut-être qu'il a été blessé pour les deux, peut-être que machin, bon, peut-être. Mais c'est vrai que le fait est que beaucoup moins de feintes, beaucoup moins d'activité dans les feintes, même contre Munoz, et il ne se lance pas du tout autant. Et c'est vrai que si jamais c'était dû à de l'appréhension, parce qu'il sait que le mec en face est dangereux, comme tu dis, en fait, face à Yann, ça peut être terrible, quoi. C'est ça. En fait, si tu veux analyser, normalement, ça vient de une chose ou deux, une combinaison de deux. C'est soit mentalement, il sait qu'il est face à quelqu'un de plus fort et du coup, il devient plus attentiste parce qu'il est conscient que quand t'engages, tu es à distance de contre et donc tu peux prendre des plus gros contres face à un Munoz que contre un Moutinho ou un Paiva. Ou bien c'est simplement dans le combat, quand il rentre dedans, il le sent moins. Genre il feinte, son adversaire a moins de réaction. Plus tu montes en niveau, moins tes adversaires réagissent aux feintes. D'ailleurs, je crois que Dominic Cruz, dans le combat contre Marlon Vera, il le dit. Il dit Marlon Vera is not biting the feints. Il mord pas aux feintes. Il le dit, il réagit plus à ses feintes. Alors moi je dis toujours, quelqu'un qui réagit pas à ta feinte, c'est une réaction. C'est-à-dire qu'au lieu de feinter, tu envoies ta frappe, ça va toucher.
Mais je comprends que ce soit beaucoup plus hésitant et ça te rend plus attentiste du côté de Sean O'Malley. Donc, moi, c'est mon gros point d'interrogation dans ce combat, c'est est-ce qu'on va avoir un Sean O'Malley délivrer du volume comme il l'a fait peut-être contre Almeida, ou plus contre quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'il va être beaucoup plus attentiste et très rapidement, Petr Yan va du coup prendre confiance pour casser la distance et lui rentrer dedans. Bah, parce que c'est vrai qu'un truc qui serait terrible, mais c'est qu'on soit un peu dans un scénario Adesanya versus Romero, où admettons que là, ils se disent c'est mon occasion. Donc en gros, Sean O'Malley arrive, il fait bon, bah, je suis conscient que là, il faut vraiment que je donne, il faut que je commence à mettre en place mon jeu, etc. Il commence à feinter, à mettre des kicks, à essayer de me placer de droite. Il va s'en prendre une. Et comme Adesanya, quand il a pris la première contre Romero, énorme alerte parce qu'il la prend pleine balle. Ensuite, il a été beaucoup plus timoré pendant tout le combat. Et Ouais. ça me ferait vraiment peur. Qu'il ait cette espèce de rappel de ah merde, c'est pas le même que je rencontre que tous ceux que j'ai vus avant, en fait. Ouais, et le pire dans tout ça, c'est que si ça arrive, fermer son jeu contre Petr Yan, c'est la porte Pire que ouverte tout. parce que Petr Yan te roule dessus littéralement. Donc, je crois que c'est pour ça que les cotes de Paris sont extravagantes. C'est vraiment Petr Yan en ultra favori. Mais clairement, tu as souligné un bon point. Pour moi, Sean O'Malley, il doit commencer fort. Tu n'as pas le choix. Il doit commencer fort, il doit trouver ses ouvertures dès le début. Parce que voilà, Petr Yan, sur ses derniers combats, il commence lentement. Alors, encore une fois, il y a une astérisque autour de ça. Tu regardes ses combats contre Uriah Faber, contre Ishihara. Il commence fort parce que c'est en 3 rounds. Peut-être qu'il a décidé de commencer plus lentement en 5 rounds parce que c'est une machine de cardio. Le mec, il fatigue pas, Petr Yan. Tu regardes son 5e round contre Sandhagen. Sandhagen, il commençait vraiment à diminuer de volume et c'est là où Petr Yan, il a commencé à réellement briller dans le 4e et 5e. Donc, je pense qu'il y a cette confiance en lui sur 5 rounds qui a fait qu'il a changé son approche pour être plus safe, comme on l'a vu pour plein de combattants. Georges Saint-Pierre en premier, tu as une ascension où tu roules sur tout le monde parce que tu es bien meilleur, et puis quand tu affrontes que les meilleurs, tu commences à jouer plus intelligent, plus stratège et plus safe. Donc ici, peut-être qu'on va voir l'ancienne version de Petr Yan revenir, et en plus une version améliorée, parce que comme il s'est entraîné maintenant pour chaque fois affronter le top niveau, son niveau a explosé. Donc, pour moi, voilà, sur les game plans, j'ai écrit ça. Bon, pour Petr Yan, c'est la pression. Clairement, c'est mettre sous pression Sean O'Malley parce que c'est un combattant à déplacement. Alors, on a vu un Petr Yan contre un autre adversaire à déplacement récemment face à Sandhagen. Il y en a qui aiment bien comparer Sandhagen à Sean O'Malley. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Les déplacements de Sandhagen sont 1000 fois meilleurs que ceux de Sean O'Malley. Sean O'Malley, c'est plus en entrée-sortie. Il va plus jouer sur la distance. Sandhagen, c'est beaucoup plus latéral. Donc, je crois que Sean O'Malley est plus facile à cadrer. Face à quelqu'un qui engage, tu dois engager. Face à quelqu'un qui contre, c'est là où tu hésites à engager. Sean O'Malley, c'est quelqu'un qui engage beaucoup. Si Petr Yan, au lieu de chercher le contre, il cherche à engager, ça peut faire l'effet un peu Max Holloway contre Kattar. Kattar, c'est quelqu'un qui initie beaucoup. Max Holloway, il est venu, il a fait qu'initier, il ne s'est pas fait contrer, il a roulé dessus. Cadrer avec des kicks, un truc que Petr Yan fait très bien. Ouais. C'est la Polo Costa, la classique. J'engage avec un kick sur mon premier coup et puis je délivre mon anglaise parce que j'ai cadré mon gars et je peux commencer à rentrer. Et ça peut vraiment bien fonctionner sur Sean O'Malley, même si Sean O'Malley il a des très bons réflexes de partir du bon côté. Le kick droit arrive, Sean O'Malley va partir pour amortir la frappe. Ça, il a des très bons réflexes, mais je pense que Petr Yan pourrait vraiment bien cadrer grâce à ça. Et il y a un truc aussi qui fait trop bien quand il cadre avec les kicks, et je kiffe quand il fait ça, Petr Yan, c'est qu'en fait, contre Sterling, par exemple, il l'a fait à chaque fois. En gros, selon la direction de laquelle va Sterling, mais c'est même encore plus que ça parce que c'est Petr Yan qui, par sa garde, donne la direction où il veut que Sterling aille. Et en gros, c'est lui qui imprime la direction. Et ensuite, par exemple, selon où va Sterling, il se met en garde ouverte pour avoir le pied arrière qui est prêt à enchasser un énorme kick du côté par où va Sterling. Et c'est tellement brillant en termes de cage control, c'est juste trop beau quoi, de la part de Petr. Sa pression est incroyable. En fait, il fait ce qu'on appelle fermer la porte. Donc, il se met avec son côté ouvert, peu importe, que ce soit en droitier ou en gaucher, et il ferme son côté fermé. Donc, il va se positionner beaucoup plus du côté de son côté fermé pour son adversaire, histoire que l'adversaire ne puisse pas contourner parce qu'il y a la cage qui va bloquer un moment. Donc, il sait qu'il va se déplacer vers son côté ouvert et ça lui permet d'envoyer sa frappe. Et ça, effectivement, d'un point de vue stratégique, stylé. Ouais.
Ouais, je pense que Dan Hardy parle beaucoup de ça. Je ne sais pas s'il avait parlé pour Peter Yan, mais quand il analyse des combattants à pression, il fait des très beaux dessins en disant, voilà, c'est pour ça qu'il y a l'expression fermer la porte. Il ferme la Ouais, porte d'un côté pour anticiper. Et en plus de ça, il a des bons shifts. ouais, Donc, ouais, ouais, même ouais. si le gars va partir du côté fermé, il va shifter et puis envoyer son cross arrière. Il l'a très, très bien fait contre Jimmy Rivera. Et d'ailleurs, contre Jimmy Rivera, c'est là où tu vois le côté adaptatif de son jeu. Il a shifté 2 fois et 2 fois son coup arrière part trop en ligne et Jimmy Rivera arrive à sortir sur l'extérieur. La troisième fois qu'il l'envoie, il envoie un large crochet et Ouais. donc dans la direction et ça provoque un knockdown. Je crois que j'avais analysé cette séquence à un moment sur ma propre chaîne et c'était magnifique à voir parce que tu vois que ça se joue sur des centimètres et qu'il a juste lu, OK, quand je shift, il se déplace comme ça, donc la prochaine fois, j'anticipe son mouvement. Ouais, ce gars est une pépite à regarder, Oh là là. vraiment. Mais, et puis en plus, vraiment, il y a ça, le fait qu'il ferme la porte, mais même lorsqu'il est, entre guillemets, en travaux pour aller fermer la porte. Donc la porte n'est pas encore fermée, il n'a pas encore coupé la route, mais même ses déplacements, la manière dont il cadre, juste son cadrage, vous allez voir, en fait, par exemple, contre Sterling, qui se déplace beaucoup, pourtant il avait clairement travaillé dessus, Ah ouais, ouais. mais la manière dont il le suit, Petrian, tu as vraiment l'impression que tu es dans Call of Duty et que c'est de l'auto-aim en fait. Enfin, il ne peut pas lâcher son adversaire, il est rifté. Et c'est vrai que c'est en termes de, du coup, on appelle ça voilà, le contrôle de la cage, la manière d'être un peu le général de ce qui se passe Mhm. en termes de déplacement. Petrian, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs à l'UFC. Ah ouais, ouais, clairement, clairement. Sur la pression et les déplacements, c'est très précis, c'est centimètre par centimètre. Donc, c'est même difficile de prendre un angle contre lui. Il vient de combattre contre 2 mecs qui n'arrêtent pas de bouger. Ouais. Et tu vois que les 2 gars qui n'arrêtent pas de bouger, ils ont quand même du mal à trouver leur angle. Et voilà, pour preuve, contre Sandhagen, par exemple, alors j'ai revu le combat. Les 3 juges donnent 49-46. Moi, j'étais plus sur un 48-47. Après, je suis un tellement grand fan de Sandhagen que je suis peut-être un peu biaisé. Mais ce combat était extrêmement compétitif. Ah ouais. On l'oublie. Il y a ce troisième round qui est clairement pour Piotr Jan, mais le quatrième aussi, mais le 1, 2 et 5, c'est quand même relativement serré, notamment parce que c'est volume contre puissance, et c'est aussi Piotr Jan, voilà, quand il frappe, il y a le côté vicieux qui rentre, c'est pour faire très très mal. Sean O'Malley, il a ce côté sec, il a ce côté précis, c'est ça qui fait qu'il arrive à scorer des knockdowns, ou même des KO assez clean. Tu vois pas sa frappe venir tellement il est rapide aussi, mais c'est un peu moins C'est aux ça, les yeux des frappes lourdes. juges. Ouais. Voilà, si tu as 10 frappes à 10 à la fin du round, je pense que les juges vont donner l'avantage à Peter Yan. Ouais. Ouais. Donc, ouais, et alors, dernier point sur le game plan de Yann, je vais juste le répéter comme ça. Donc, engager un maximum, mettre la pression, cadrer avec ses kicks, puis enchaîner sur l'anglaise. Du coup, c'est dans l'intérêt évidemment de Piotr Yan de maximiser le temps passé au boxing range ou au clinch. Et je pense que allez, Sean O'Malley, c'est un striker. Donc, à un moment, tu peux peut-être pas forcer la lutte à cause de la distance que Sean O'Malley impose, mais si tu arrives à mettre la pression, tu dois être capable de casser cette distance, rentrer au clinch et chercher à lutter. Je pense que voilà, tu rencontres un striker, même si tu te sens meilleur que lui en pied-point, là où il y a la plus grosse différence de niveau, c'est si Peter Yan arrive à être au-dessus, au sol de Sean O'Malley. Donc, je crois que c'est totalement dans l'intérêt de Peter Yan d'inclure la lutte dans sa stratégie. On va parler de manière très simple. Si le combat a lieu en pied-point, peut-être que les oddsmakers vont mettre un 50-50 ou un 55-45 pour Peter Yan. Mais comme c'est en MMA, il y a une grosse différence au niveau de qui est favori, et c'est notamment parce qu'on sait que si ça va dans le domaine du grappling, on a un large avantage du côté de Peter Yan. Donc stratégiquement, Peter Yan doit absolument intégrer ça dans sa stratégie de base. Alors peut-être qu'après 2 minutes de combat, il va se dire « Ok, je lui roule dessus debout, je reste debout ». Mais de prime abord, il doit s'être préparé à devoir lutter dans ce combat. Ouais, et d'autant plus que là, pendant que tu parlais le sol de Petrian, j'ai des flashbacks du ground and pound au corps de Petrian contre José Aldo qui avait précipité la fin. Et ce genre de truc, il n'y a que Petrian de mémoire récente que j'ai vu faire, parce qu'il y a déjà des gars qui sont très lourds en ground and pound, mais à la tête, évidemment. Et lui, c'est un des seuls, et il le fait aussi même debout, c'est-à-dire qu'il met beaucoup de kicks au corps, beaucoup de coups au corps, mais ça rejoint ce côté vicieux dont tu parles. Il veut juste salement te faire mal, te faire un peu comme ce que disait Kamaru Usman, te faire comprendre que quand tu es dans la cage avec lui, tu n'as plus envie d'y revenir après.
Et ça, c'est vrai que non seulement il y a l'aspect contrôle et l'aspect progression au sol, où il est très bon, Petr Yan, mais l'aspect ground and pound et faire mal, c'est un truc sur lequel, effectivement, il peut faire une sale différence et très vite, en Ouais. plus. On l'a pas beaucoup vu à l'UFC sur son grand netband, mais avant l'UFC à l'ACA, là, son grand netband était vraiment, vraiment très dangereux. En fait, mais c'est ça qui est cool, c'est que là, vu que c'est en 3 rounds, effectivement, je sais plus si c'était, avant qu'on en parle, avant qu'on commence le podcast ou maintenant, mais tu me disais que, bah, oui, je crois que tu en avais déjà parlé, quand il faisait des 3 rounds avant, il était donc beaucoup plus agressif. Et ben, là, il y a beaucoup de choses où je me demande, après qu'il ait eu toute cette période de combat pour le titre en 5 rounds où il a dû s'adapter, je suis curieux de voir comment il va approcher celui-là, parce qu'effectivement, si on a un Petr Yan tout feu, tout flamme, et qui, dès les premières minutes et même secondes, cherche 1 à faire mal, 2 à mettre au sol et 3 à faire mal quand il est au sol, un espèce de vintage Petr Yan de l'ACA, il est possible qu'on sorte du combat en mode « Ah oui, d'accord, en fait, on avait un peu oublié qu'il y a Petr Yan et 1 ou 2 mecs, et il y a le reste, en fait. » Ouais, c'est clair, c'est clair. En fait, s'il délivre comme ça, on pourra clairement se dire, OK, c'est là la différence entre contender numéro 1 et quelqu'un en dehors du top 10. Alors moi, j'ai toujours dit, hein, cette division bantamweight, voilà, tu peux mettre le numéro 2 contre le numéro 11, tu vas être là, genre le numéro 11 a clairement ses chances. C'est pas quelque chose que tu peux dire dans toutes les divisions de poids. Bantamweight, c'est tellement, il y a un talent, une profondeur de talent qui est tellement Ouais. large que tu te dis, voilà, tout est possible. Mais là, clairement, je pense que voilà, Petr Yan est assez favori. Mais je ne mets pas du tout une victoire de Sean O'Malley à la porte, c'est totalement possible. Au final, en 3 rounds, tu gagnes 8 minutes, bien sélectionné dans le combat, et tu gagnes une décision notamment. Bah, c'est ça. Et puis, Et face à alors, quelqu'un qui commence lentement, enfin, si Petr c'est Yan ça. prend son approche des derniers combats, tu prends le premier round, et puis il suffit de bien gérer les 3 premières minutes du round qui suit, et tu survis la suite, et voilà, et c'est bon, hein, c'est un peu ce que Sterling a fait sur. Enfin, j'aime pas utiliser le mot survie, mais Sterling, c'est un peu ça qu'il a fait. Il a gagné les 3 premiers rounds. D'ailleurs, tu le vois sur son dernier takedown dans le 3e, où il sourit, il dit, OK, ma stratégie, elle a porté ses fruits. Là, je suis fatigué, mais j'ai mes 3 premiers rounds, je survis le 4 et le 5, et j'ai la victoire, quoi. Et d'autant plus que là où ça m'intéresse beaucoup, c'est que, alors déjà, on a dit effectivement qu'il avait tout intérêt à mettre la pression, Petr Yan, et notamment parce que, je ne sais plus si on l'a dit, mais comme c'est un très gros ascendant kicker aussi, Sean O'Malley, voilà, c'est l'éternel conseil quand tu affrontes un kicker, avancer sur lui, parce que du coup, il est beaucoup moins à l'aise en termes de gestion de ses distances pour enclencher ses kicks, donc ça, c'est tout bénef. En plus de ça, effectivement, du coup, Petr Yan est beaucoup plus à l'aise quand lui a la marche avant, donc ce serait tout bénef qu'il avance. Néanmoins, alors, ça peut être parce qu'il a choisi de le faire, mais contre Sterling dans le dernier combat, certes, il avance, certes, il est magnifique en cadrage et en fermer les portes, etc. Mais il bougeait bien, Sterling, et même s'il le cadrait bien, comme il l'envoyait pas souvent, Petr Yan, alors oui, quand il envoie, c'est un ouragan, mais comme il envoie une fois, peut-être toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, en fait, même les premiers temps debout entre Sterling et Petr Yan, c'est pas comme si Petr Yan faisait vraiment la différence parce qu'il suit, certes, il cadre, mais comme il attend la bonne opportunité, s'il l'a pas, il l'envoie pas. Et finalement, contre un mec qui ferait la même chose que Sterling, mais qui en plus, c'est saupoudrerait de jab, saupoudrerait de direct ou de crochet, trucs comme ça, il repart, il peut tranquillement perdre des minutes, quoi. Oui, c'est clair. Ça doit faire partie de la stratégie de Sean O'Malley, justement, c'est un peu axé sur le volume, parce que Petr Yan, c'est quelqu'un qui va axer sur l'impact de ses frappes, et clairement, l'impact marque plus enfin, l'impact immédiat marque plus que l'impact cumulé, donc la puissance est plus importante que le volume, mais voilà, il y a un moment où ton volume fait quand même la différence, et je pense que Sean O'Malley, sur les moments où Petr Yan est peut-être un peu moins actif et moins à la recherche de la violence, c'est là où il doit marquer ses points, quoi. C'est là où il doit aller pointer son jab, c'est là où il doit aller pointer ses front kicks, ses low kicks, ses middle kicks et tout ce qui s'ensuit, et vraiment jouer de sa distance. Donc, j'avais dit, voilà, Sean O'Malley, pour moi, il doit commencer fort, il n'a pas le choix, parce que s'il laisse Petr Yan prendre le rythme, c'est déjà le début de la fin pour lui. Il doit rester au maximum au kicking range, parce que Sean O'Malley, contrairement à son adversaire, là, il a le choix de trouver une distance où lui peut toucher Petr Yan sans se faire toucher. C'est pas le cas pour Petr Yan. Donc,
plus il arrive à rester à une distance où lui peut toucher sans se faire toucher, plus il est entre guillemets safe et c'est là où il prend des points. Un truc que O'Malley ne fait pas trop, c'est contrer. Et là, face à Petr Yan, tu dois de temps en temps désengager. Donc, il faut de l'espace derrière toi. Et de temps en temps, il ne faut pas faire que désengager, sinon Petr Yan, il va commencer à shifter et trouver ses ouvertures grâce à ça. Il faut de temps en temps contrer. Il faut que Petr Yan il se dise, OK, putain, merde, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va désengager là-dessus ou est-ce qu'il va contrer? Si tu commences à te poser des questions dans une cage, c'est là où le bas commence à blesser. Et finalement, comme tu es face à quelqu'un qui s'adapte très bien, tu dois avoir différentes réactions face aux mêmes actions. Donc, si Petr Yan, j'invente pour faire très simple, si Petr Yan envoie 5 feintes de jab, tu dois avoir au moins 3 réactions différentes. Si tu n'as qu'une réaction, il va la lire et il va savoir capitaliser dessus. Donc, les réactions défensives, elles doivent absolument varier du côté de Sean O'Malley. Et il a tellement été sur l'offensive dans sa carrière et tellement rarement sur l'absolue défensive qu'on ne sait pas s'il a cette capacité. On sait qu'offensivement, sa variété de jeu est énorme. J'espère que c'est le cas aussi défensivement, parce que sinon, ça va être très difficile pour lui sur la distance que prendra le combat. Et d'autant plus que, alors c'était contre Almeida, mais il y a donc ça remonte. Donc, bénéfice du doute, il peut avoir progressé là-dessus. Mais il y a un moment où Almeida attaque, il recule 1 en ligne droite, 2 main basse et 3 menton à la fenêtre. Vraiment typique Anderson Silva versus Chris Weidman. Et il s'est fait toucher lors de certaines de ses retraites. Et alors là, contre un Petr Yan qui, 1, lit ça et 2, shift pour te dépasser en termes de pure vitesse de sprint, toi quand tu recules et lui quand il avance, ça peut vraiment faire du Rivera Petr Yan, ça peut faire du Anderson Silva Weidman. Ouais. Il ne faudra pas longtemps à Petr Yan, si jamais il recule de cette manière et avec le menton de cette manière-là, il ne faudra pas longtemps à Petr Yan pour trouver le moyen de te sniper. Et ça me fait un peu flipper, j'avoue. Oui, c'est clair. D'autant plus qu'en général, quand tu as quelqu'un qui recule en ligne comme ça, c'est au moment où il est près de la cage qu'il va partir d'un côté ou de l'autre. Et comme on l'a dit, Petr Yan est très fort pour laisser une porte ouverte. Et en plus de ça, et on l'a vu contre Sandhagen, sa capacité de spin. Il sait attaquer en spin. Vrai. Putain, et il l'a fait dans plusieurs combats aussi. Et donc, si tu sors du côté fermé dans une attaque en ligne, il va pouvoir te chercher avec un spin. Et c'est là où c'est vachement dangereux. Donc, clairement, Sean O'Malley a besoin de faire attention à beaucoup de choses, ce qui est normal quand tu rencontres le quasi-champion de la division. C'est clair. Mais c'est vrai que, purée, j'avais oublié cette image. Alors, je crois que c'est un spinning back kick. En plus, il le set up d'une manière magnifique. Je ne sais plus trop comment. Mais contre Corey Sandhagen, Petr Yan, ça déclenche à une vitesse. C'est chaud, en fait. C'est chaud parce que tu dis, bon, 1, il est puissant, 2, il a un bon timing, et 3, quand tu rajoutes la vitesse et la puissance qu'il a sur ses spinning attacks, en vrai, c'est vraiment un bordel quand même. Hein. Petr Yan, c'est... Mais c'est pour ça que là, on va voir du coup c'est les derniers éléments, si tu en avais en termes d'analyse, mais respect quand même à Sean O'Malley parce que il va au charbon, il le sait, il fait un énorme changement de niveau d'un seul coup et il y va. Et franchement, quoi qu'on en dise, respect à Sean quand même. Ah oui, là pour la force mentale, qu'est-ce que tu veux? Alors comme je dis, il n'a pas grand-chose à perdre à part le combat. Évidemment, quand tu perds en MMA, tu as ta santé à perdre aussi. Ouais. Mais d'un point de vue d'un point de vue ranking et tout, c'est quasi du gagnant-gagnant, quoi. S'il perd, limite, il reste au même point dans le ranking. Et puis s'il gagne, il peut limite demander title shot. Bon, ce serait abusé. Mais évidemment, tu bats le numéro 1 de la division. Par définition, tu devrais avoir le title shot. Bon, alors ici, bon, tu étais chez les bantamweight, il y a beaucoup d'autres gens qui ont des arguments, mais voilà, en tout cas, clairement, tu gagnes contre Petr Yan à ce stade. Soit tu as le title shot, soit ton prochain, c'est le combat qui définit le prochain challenger. Et encore, c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose à perdre en termes de carrière théoriquement, mais j'ai toujours un peu des fantômes de quand c'était un peu censé être la même chose entre Yair Rodriguez et Frankie Edgar. Il n'avait pas grand-chose à perdre parce qu'il affrontait un mec qui était mieux ranké, etc. Et ça a été une telle démonstration de la part de Frankie Edgar qu'en fait, certes, il n'y a pas perdu, mais il a tellement pris cher en termes de un gars qui apprend à l'autre que du coup, pendant un an, ensuite, je crois que c'était même un peu plus que ça, il y a eu les blessures, mais il y avait le côté « Ah oui, d'accord, en fait, je suis tellement derrière que là, il va falloir au moins que je prenne un an pour récupérer en termes de compétences. » quoi. Ah non, là c'est clair, et ça pourrait vraiment arriver. Moi, je pense que ça pourrait vraiment arriver que Yan lui donne une véritable leçon.
Et si c'est le cas, là, c'est là où tu verras la force mentale de Sean O'Malley. Ça lui permettra justement, je pense que c'est bien pour un jeune combattant de voir tout ce qu'il doit encore faire pour arriver au top, parce que ça peut Ouais. vraiment le booster sa motivation. On avait vu ça chez Brian Ortega quand il a rencontré. Bon, alors, Brian Ortega, bon, il était déjà dans le top 5 à ce moment-là. Quand il a rencontré Max Holloway, son retour, c'était un masterclass contre Corinne Zombie. Donc, Ouais, il y a des mecs, c'est et il vrai. y a Rodriguez aussi, son retour après Frankie Edgar, c'était clairement très, très bénéfique pour lui sur une vue long terme. Sur le court terme, c'était pas top, mais sur le long Ouais. terme, c'était top. Donc, voilà, ça pourrait être ça. Et alors, est-ce que Chris, sur cette dernière partie, est-ce que tu avais d'autres éléments que tu voulais mettre en lumière? Moi, non, moi là, j'ai fait le tour. Alors, clairement, tout le monde dira, voilà, comme tu en as parlé, hein, différence d'allonge, différence de taille. Maintenant, on a un Peterian qui a été très, très, très bon face à des très, très grands de la division, en Sandhagen et même en Sterling, qui a une très bonne allonge de jambes et de bras. Donc, je pense que la question se pose pas tellement. C'est pas là-dessus que va se jouer la grosse différence. Certes, d'un point de vue mindset, il y en a un qui doit venir pour garder la distance, l'autre pour la casser, parce que sinon ça fonctionne pas pour l'un ou pour l'autre. Mais, euh, mais voilà, pour moi, il n'y a pas spécialement d'autres éléments en tout cas que j'ai retirés. Après, je suis pas le gars qui suit tout le monde sur Instagram, qui regarde les training camps et tout ce qui s'ensuit. J'ose espérer juste que Peter Yan a quand même travaillé sa lutte, qui prend le combat au sérieux parce qu'il doit le faire. Et du côté de Sean O'Malley, j'espère qu'il n'y aura pas de blessure dans le combat et qu'il pourra quand même montrer un beau visage pour montrer qu'il fait partie du top de la division. C'est quand même marrant qu'on en soit là, hein, à dire j'espère qu'on va pas le voir se blesser dans le combat. Mais c'est vrai, mais c'est C'est la fou que ça réalité. rentre. Ouais, c'est ça, c'est fou que ça rentre en ligne de compte quand on parle de Sean O'Malley. Et ouais, et donc le chemin de la victoire pour Sean O'Malley, pour toi, c'est ça, c'est du volume, réussir à bien se déplacer, réussir à saupoudrer un petit peu Petr Yan et réussir à soutenir le rythme de Yan sur les 3 rounds sans se faire surprendre en lutte, quoi. Mais tu le vois pas finir Petr Yan. Sean O'Malley a cette capacité de finir quiconque en pied-point, je pense. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas mal de mal. J'ai du mal à voir Petr Yan se faire bien toucher. Ouais. Il a une vraie responsabilité défensive. Il voit les coups venir et même quand il y a un coup qui passe, il l'encaisse mais comme si c'était un coup, un bad jab. Donc, je ferme jamais la porte à quoi que ce soit en MMA, mais la probabilité est, selon moi, pas ultra élevée. Ouais, bah, je partage ton avis. C'est vrai que, à moins que Sean O'Malley ne réussisse à placer le contre parfait, un truc, que Petr ne voit pas venir et cetera. Sinon, c'est vrai qu'en termes de menton, c'est quand même dur d'aller le chercher. Et ben, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on a fait le tour. C'est vrai qu'en termes d'aspect mental, bon, on peut dire effectivement qu'il y en a un sur lequel on a une certitude, c'est Petr Mhm. Yan. Il peut se faire un petit peu surprendre sur des 5 rounds et du coup, il lui manque un peu un sentiment d'urgence et machin. Mais en termes de solidité, je pense qu'il est quand même, impossible à aller chercher Petr Yan. Et Sean O'Malley, c'est peut-être celui sur lequel, on aura un peu de réponse si jamais Mhm. c'est une guerre, même si c'est que 3 rounds, si c'est une vraie guerre qui est engagée et intense dès le début, et serrée, si jamais ça peut être serré, même en 3 rounds, on peut avoir quand même quelques éléments de réponse. Donc, bah, écoute, ouais, je crois qu'on est pas mal. Si on passe au prono, Ouais. Moi, sans grande surprise, je pense que au cours du podcast, on a très vite compris dans quelle direction je partais. Je vois un Petr Yan s'imposer et voilà, comme sur les derniers podcasts avec Guillaume, j'ai commencé à dire que j'aimais beaucoup me mouiller. Donc le Petr Yan à la décision, c'est un peu le pronostic facile, on va dire. Donc là, je vais plutôt voir un finish, mais sur la durée, quoi. C'est un finish en fin de deuxième. En fin de mmh, deuxième, je le vois bien. Grand and pound. ouais, après l'avoir, salement amoché petit à petit, quoi. Ouais, c'est ça. Je vois bien, tu sais, la pression qui commence à bien fonctionner, un Sean O'Malley un peu trop attentiste, et du coup qui commence à se faire déborder en pied-point, et quelque part sur le deuxième round, une opportunité de faire un takedown un peu à partir du clinch, comme Petr Yan en a fait beaucoup, beaucoup sur Sterling dans le premier combat. Et une fois qu'il prend une position au sol, qui commence à devenir un peu trop vicieux, et un petit coup de coude qui passe comme Marlon Vera, voilà, Ouais, ça Marlon je capte, Vera hein. contre Sean O'Malley, il a pas eu besoin de longtemps pour aller venir placer son coup de coude qui finit le combat. Ouais. Bah, je vais autant j'aurais bien aimé, comme ça on s'assure, comme ça l'assureur s'assurerait d'avoir un résultat correct, j'aurais bien aimé aller du côté de Sean O'Malley, mais
en toute conscience, j'avoue que je ne le vois pas non plus. En fait, là, maintenant qu'on a fini le podcast, on peut y aller sur des trucs un petit peu en dehors de l'analyse, tu vois, mais en termes de destin et de destinée, de trucs comme ça, autant on a envie de se dire, Sean O'Malley, il est jeune, il est extrêmement talentueux. Normalement, c'est dans les belles histoires, c'est le moment où il prouve à tout le monde que, Mm. et peut-être que ce sera le cas, mais j'ai pas la même sensation quand je vois un Sean O'Malley de assurément futur champion que, par exemple, quand je regarde un mec comme Khamzat ou quand je regarde un mec comme, toute proportion gardée, mais genre Shafkat, potentiellement aussi. Enfin, Mhm. il le deviendra peut-être pas, mais dans ma tête, je suis en mode, il a tout pour. Sean O'Malley, c'est vrai que ce soit par sa fragilité, que ce soit par le fait qu'on l'a vu être un peu attentiste, on l'a vu être un peu dépassé parfois, du coup, dans le combat que tu citais au Contender Mhm. Series. J'ai pas cette même sensation d'inéluctable succès au plus haut niveau, en fait. Ouais, après, enfin, voilà, sa carrière, elle est potentiellement encore longue si son corps tient le coup. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Mais c'est clair que des mecs que tu vois en début de carrière et tu te dis, OK, ça, c'est potentiellement un futur champion, sont des gars qui arrivent à imposer leur style contre tout le monde. Tu J'avoue, regardes c'est un bien Shafkat, résumé. tu Ouais. regardes un Khamzat, pour prendre des exemples que tu as cités, ce sont des mecs qui arrivent et tu les vois pas changer. Enfin, tu peux les voir changer stratégiquement, avoir une autre approche et tout ce qui s'ensuit, mais ils arrivent à s'imposer et à rester eux-mêmes dans tous les combats. Ici, comme j'ai cité avec les stats, alors l'échantillon est encore relativement faible, mais quand tu vois un Sean O'Malley qui, quand il rencontre quelqu'un du top 12, bah, son volume de jeu diminue, sa réflexion diminue, et il ne domine pas pour autant, c'est surtout ça, parce que Ouais. si tu changes ton approche et que tu domines, bah là, clairement, John Jones l'avait fait. John Jones, dans son ascension, moi, après sa victoire contre Stéphane Bonnard, j'ai fait, OK, lui, futur champion. Parce que tu voyais Ouais. qu'il changeait un peu son approche, mais malgré ces changements stratégiques, il s'imposait en dominant complètement. Puis tu as des gars plutôt comme Khamzat ou comme Khabib, dans leur ascension, ils sont restés eux-mêmes, ils ont imposé leur style à tout le monde. Conor McGregor, un peu pareil dans son ascension. On n'a pas ça chez Sean O'Malley. Sean O'Malley nous a impressionnés contre Eddie Wineland, contre Moutinho, contre Paiva, mais il a fait tout l'inverse sur ces deux gros rendez-vous. Ouais. Ouais, ouais. Et ben, ouais, c'est pour ça que moi-même, je vais mettre du coup victoire par TKO, 3e round de la part effectivement de Petrian et après potentiellement effectivement, une espèce d'avalanche petit à petit, quoi. Ouais. Eh ben, putain, c'est vrai. Bon, on en parlait juste avant de commencer, hein, le podcast, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir le temps de parler de tout ça là? Ouais, c'est Un vraiment kiffant. podcast sur un combat, c'est plaisant. Après, enfin, voilà, cette carte est incroyable. Ouais, Je crois que la main card, c'est 2 main events de pay-per-view, ouais, suivi de 3 main events de Fight Night. Aussi clairement, simple que ça. C'est clairement. Petr Yan contre O'Malley, tu peux mettre ça en main event de Fight Night, et c'est un gros main event de Fight Night, pas Ouais, comme les deux derniers qu'on vient d'avoir. oui. Euh, Brady contre Bellal, mais c'est en sous-carte ça. Non mais Même des combats de sous-carte pourraient faire des main events de Fight Night. Gamrot contre Dariush, c'est un combat de main event de Fight Night, et ouais, Chookagian contre Fioro aussi. C'est un de title, ouf. enfin celle qui gagne, elle a son title shot. Donc Ouais, non, mais ouais, c'est c'est clair. incroyable cette carte. Et puis du coup, en plus, on en parlera de tout le reste de la carte, dans un autre podcast. Mais effectivement, en soi, c'est ouf, hein, mais même Mahmoud Mouradov contre Caio Barrio, je trouve que le combat est vraiment intéressant parce que Mouradov, c'est un mec, j'avais beaucoup d'espoir, je plaçais beaucoup d'espoir en lui et finalement, il a pas été aussi haut que je pensais qu'il pouvait aller. Il a été stoppé, à différentes reprises et Krylov contre Ozdemir, pareil, c'est quand même un Ouais. combat qui est intéressant pour la catégorie des light heavyweight. Krylov contre Ozdemir, tu le mets sur n'importe quelle autre carte de l'année. C'est un co-main event en Fight Night. Ah Et bah, de ouf. c'est clairement un combat d'ouverture de pay-per-view. À Ça mérite 1000%. sa place là. Et À là, le 1000. fait que ce soit embourbé quelque part dans la prélim, ça en dit long sur la qualité de ce qui nous attend le 22 octobre. C'est clair, Bordeaux. Eh ben, Chris, merci pour tout. Big shout out à ma Sweet Protein avec des crispy wafers. Les gars, c'est une dinguerie. Goûtez ça, moi je m'en gave. Merci à toi, Chris, d'avoir partagé cette analyse. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait et je t'avoue que ça me fait du bien. Tu m'avais Donc, manqué grave. ouais. Donc, merci à toi et prenez soin de vous tous. À la prochaine et ciao.
va payer.